Bonjour à tout le monde. On démarre la réunion publique et je laisse la parole à Mathilde Fischer qui va animer la réunion. Bonjour à tous. On attend encore 5 petites minutes le temps que tout le monde arrive et on va commencer la réunion. Alors bonjour à ceux qui se connectent. On attend encore 5 petites minutes avant de commencer la réunion publique, le temps que tout le monde arrive. Bonjour à tous, vous êtes déjà près d'une centaine de participants. On attend encore une petite minute et on va commencer la réunion. Ok, bon, on va y aller. Donc, bonjour à tous, je suis Mathilde Fischer, chargée de concertation à la Compagnie des Rêves Urbains, en charge de la concertation sur le projet d'aménagement de la Corniche Tamaris. On va commencer la réunion publique et avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, je vais arrêter de partager mon écran pour que vous puissiez tous nous voir et qu'on puisse faire un petit tour de table, se présenter. Alors, je vous laisse vous présenter. Peut-être Madame le maire, je vous laisse vous présenter en premier et puis on fait un tour de table. Madame le maire, vous avez votre son qui est coupé pour le moment. Est-ce que vous pouvez le réactiver? Parce qu'on croyait que c'était vous qui aviez la main sur les micros. Donc, bon, on vous entend. Très bien. Donc, écoutez, je suis très heureuse de participer à cette réunion publique. Je suis donc Nathalie Biquet, maire de la Seine-sur-Mer, vice-présidente de TPM et vice-présidente du département du Var. Et bien sûr, tout à fait dédiée à ce projet d'aménagement de la corniche de Tamaris. Merci beaucoup. Monsieur Chéry. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Madame le maire. Vincent Chéry, adjoint au directeur général des services techniques à la métropole TPM et en charge au sein de l'équipe de TPM de piloter, accompagner le dossier du projet Corniche Tamaris. Merci, Monsieur Guillermin. Alors, on ne vous entend pas. Bonjour à toutes et à tous, pardon. Bonjour Madame le maire. Vincent Guillermin, paysagiste concepteur, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre qui va mener à bien la mission de conception et de réalisation de ce beau projet. Voilà. Aurore Lecomte, je suis la directrice de la Compagnie des Rêves Urbains qui a en charge la participation du projet d'aménagement. Et aujourd'hui, vous me verrez peu prendre la parole car je vais surtout m'occuper de la partie technique et je laisse Mathilde prendre la parole. Alors, petite précision avant de commencer. Donc, la réunion est enregistrée pour qu'on puisse, que les personnes qui n'ont pas pu suivre aujourd'hui puissent la consulter. Ensuite, ce sera mis en ligne sur le site internet de la ville de la Seine-sur-Mer.
Dans tous les cas, vous n'apparaîtrez pas à l'écran parce que les caméras ne sont pas activées. On entendra juste votre voix. Et si ça vous gêne qu'on entende votre voix, mais que vous voulez poser des questions, on vous le reprécisera, mais vous pourrez utiliser le chat. On vous l'expliquera juste après. Donc voilà, vous avez cette information-là. Je vais repartager mon écran puisque pour lancer le diaporama, et je vais tout de suite vous laisser la parole, Madame le maire, pour que vous puissiez introduire la séance. Alors. Oui, je suis très heureuse de présider à cette réunion qui concerne un aménagement sur la corniche de Tamaris, qui est un espace urbain que tout le monde connaît, qui a été créé en fin du 19e, entre 1880 et 1890. C'est un ouvrage qui est l'œuvre majeure de Michel Pacha. À l'époque, quand George Sand réside à Tamaris, elle parle que les coups de l'Argade et le vent d'Est montaient jusque dans la colline. Ensuite, Michel Pacha crée cet aménagement et on voit qu'au cours des années, il a évolué puisque d'un boulevard qui accueillait les belles qui venaient se promener, on a passé à un espace urbain qui aujourd'hui accueille un réseau de circulation important et qui amène à une requalification nécessaire de son tapis roulant, de sa surface roulante. Cette histoire de Michel Pacha, donc je ne sais pas si je commence tout de suite par l'histoire. Peut-être c'est. Madame le maire, on a juste un problème technique sur le moment. Le partage de la présentation n'est pas activé. On essaye de voir avec Mathilde comment on peut le réactiver. Et comme ça, on vous laissera suivre le diaporama. Oui, parce que là, on était dans le vide. Voilà, et maintenant, il est revenu. Super. Alors, hop, voilà. Est-ce que ça vous va si on commence ici, Madame le maire? Très bien. C'est une des plus belles vues, d'ailleurs, je pense, sur la rade autour du fort Balaguier. Du coup, je reprends ou les gens ont entendu quand même ce que j'ai dit sur la présentation? On vous a entendu. Peut-être, Madame le maire, je vais juste apporter une précision. On aura 2 temps dans la présentation. Un temps pour vous présenter les objectifs du projet et un temps pour parler plus de la démarche de participation, comment ça va se passer. On prendra vos questions à la fin de chaque partie. En attendant, vous pouvez soit les inscrire dans la rubrique « Converser », dans la rubrique « Questions et réponses » sur le chat, soit et vous pourrez soit, quand on passera aux questions, lever la main. Donc, je vous montrerai, il y a une petite icône sur laquelle cliquer pour pouvoir pour qu'on vous donne la parole. Voilà. Vous dites vous, c'est au public qui est présent à l'heure actuelle. On est bien d'accord? Oui, oui, tout à fait. Donc, cet aménagement qui est proposé par TPM pour aujourd'hui un budget de 30 millions d'euros se décline sur 3 phases. La première phase des Sablettes au cœur historique de Tamaris, c'est-à-dire l'avenue Thierry. Nous avons une deuxième phase qui est la corniche Michel Pacha qui va jusqu'à Balaguier, ce qu'on voit sur l'image. Et puis, nous aurons une troisième phase de Balaguier à l'avenue de la Corse résistante qui est la corniche Bonaparte et qui va faire l'objet de la troisième phase. Ces trois phases qu'on voit sur ce document vont être menées en même temps, si j'ose dire, puisque pendant que la première phase sera réalisée, les études sur la seconde phase arriveront, seront travaillées dans les bureaux d'études pour qu'on puisse proposer un aménagement tout au long de ces 4,5 km sans interruption. Donc, pour dire que c'est un projet ambitieux, un projet qui est lourd au niveau de l'infrastructure. Il y aura aussi une thématique sur toutes les obligations faites par l'État, par la protection de l'eau, etc. Donc, M. Chéry fera une présentation. Le plus important, c'est de vous dire que ce site a un avantage, c'est qu'il est sur le bord de mer et offre un paysage absolument magnifique, mais tout à la fois a une ambition. Nous avons une ambition pour TPM de porter un projet vertueux en matière d'écologie et de protection de la mer. Alors, pour venir à l'historique de ce site, c'est une création donc, de Michel Pacha, comme je l'ai dit, qui arrive fin du 19e siècle.
il fait ce boulevard urbain qui est en fait au départ pas du tout. Alors voilà, la corniche ressemblait à ça avant les aménagements réalisés par Michel Pacha. Quand il arrive sur le site de Tamaris avec une grosse fortune qu'il a faite en tant que directeur des phares et balises de l'Empire ottoman, il décide de refaire à cet endroit-là une station à l'époque climatique, puisque c'était les gens qui venaient là l'hiver pour prendre le soleil. Donc c'est toute l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord qui vient prendre les bons embruns de la Méditerranée. Et donc, il décide de faire une station climatique avec une connotation architecturale éclectique et orientaliste, ce qui nous vaut particulièrement l'Institut de biologie marine, qui est un emblème sur cette corniche de Tamaris. Donc, Michel Pacha réalise cette promenade qui, au départ, n'est pas du tout occupée par les voitures. C'est une promenade de bord de mer. Elle est d'abord, dans un premier temps, du Grand Hôtel des Sablettes jusqu'à l'Institut sur cette baie paisible. C'est là qu'il fait le premier boulevard. Et puis, il fait le prolongement jusqu'aux Sablettes quand il comprend que les bains de mer deviennent une mode et il va développer une station balnéaire à la suite aux Sablettes. Il va s'installer un château orientaliste sur ce qui est aujourd'hui la résidence Port Tamaris. Et devant, il y a le petit port du Manteau avec son bateau, l'Élodie, qui l'attendait. Il prenait la mer pour rejoindre Istanbul, puisqu'il a fait sa fortune en s'installant sur les rives du Bosphore. Il a fait fortune en installant les phares, 154 phares sur la Méditerranée. Et il a fait tous les aménagements des quais et des docks à Istanbul. Donc, toute la Corne d'Or, le détroit du Bosphore, en fait, ont été totalement marqués par ce personnage, Michel Pacha. C'est pour ça qu'il a pu faire une si grosse fortune. Et quand il vient à Tamaris et qu'il aménage son boulevard de bord de mer, c'est comme la promenade des Anglais. Il faut imaginer qu'à l'époque, c'est une espèce de combinaison entre le corso italien et le mail anglais. C'est un endroit de promenade où on passe avec ses robes à crinoline et on déambule pour se montrer. Il y a les navettes qu'il installe aussi, les navettes maritimes qui déchargent et qui délivrent des touristes qui arrivent par Toulon et qui viennent jusqu'à Tamaris en bateau parce que la route de l'intérieur est très difficile d'accès. Et cette corniche est un peu le lien, la centralité de tous ces aménagements entre Tamaris et les Sablettes et Toulon. Et c'est autour de la rade un paysage absolument exceptionnel. Et je suis très heureuse aujourd'hui que TPM puisse être le maître d'ouvrage de ce projet parce que c'est vraiment un patrimoine qui nous occupe tout autour de la rade. Donc, ce trait de côte, cette corniche qui est très fine en fait en réalité, est un espèce de trait entre tout ce paysage de Tamaris et qui se reflète dans la baie, donc avec une découverte par bateau. Donc, des bateaux, vous en voyez beaucoup parce qu'on a aussi sur la baie du Lazaret la gestion de toutes les largades et du vent d'Est qui nous ramènent à la côte ces bateaux. Donc, on a des projets aussi pour assurer une forme de sécurité et de pérennité de l'ouvrage de la corniche de Tamaris pour qu'on n'ait plus ces épaves qui arrivent comme ça à la mer. Cette promenade, aujourd'hui, doit répondre, à notre sens, à de nouveaux usages. Parce qu'à l'époque, on s'y promenait à pied. Ensuite, la voiture est venue à coloniser et malgré cette colonisation, on garde un trottoir quand même assez conséquent pour se promener à pied, mais il n'y a pas de piste cyclable. Tous les usages qu'on peut trouver aujourd'hui sur des pratiques de l'espace avec des modes plus doux, avec des temps de repos ne sont pas aménagés. Donc, je pense que c'est une opportunité pour faire de ce paysage et de ce mail, de cette corniche, un espace de loisirs, un espace d'échange, un espace de partage, un espace de sociabilité, vraiment au bord de mer. Et surtout, sa grande qualité, c'est qu'il se décline sur 4,5 km qui relie les Sablettes au centre-ville de la Seine, et donc qui est un atout majeur d'un espace urbain qui est spectaculaire. Donc, l'objectif, c'est que tout à la fois, nous allons développer un projet d'aménagement, mais à la fois un projet vertueux en matière d'écologie.
Merci beaucoup, Madame le maire. Est-ce que j'en ai dit assez, pas assez, tout va bien? Tout va bien, c'est parfait. On va passer à la jeunesse du projet. Voilà. Oui, merci. Alors, juste un petit rappel sur la jeunesse du projet. Alors, si on parle de la jeunesse du projet, Madame le maire vient d'expliquer de manière à la fois très complète et très synthétique et claire l'historique, qui en fait est une forme de genèse en tant que telle du projet. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une histoire de la genèse plus récente en termes de reprise en main, de reprise en charge du site de la Corniche de Tamaris. Donc, très rapidement, mais c'est juste pour souligner la complexité de ces sujets. On pourrait peut-être même dire la difficulté et du coup le temps nécessaire à la maturation sur certains aspects. Donc, ainsi, sur l'aspect paysager, vous voyez que c'était finalement une des premières briques de lancement. C'est l'étude de mise en valeur du paysage qui remonte déjà à 95, et puis derrière, des prescriptions réglementaires de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, avec en 2005 la ZPPAUP, puis plus récemment la VAP, l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Donc ça, vous voyez, on sent bien que sur l'aspect paysager, une première prise en main par la commune, par les services de l'État, sur l'aspect paysager. La collectivité également s'est engagée sur les enjeux de protection de la baie, avec 2 contrats de baie qui se sont succédés. Donc, ce sont des plans d'action, en fait, qui portent sur la rade de Toulon. Et c'est des plans d'action destinés à améliorer la qualité environnementale de la baie, au sens large du terme, de manière globale, avec des actions à la fois en terre et en mer. Ça aussi, l'enjeu de la baie, notamment dite du Lazaret, on est en plein dedans à travers la protection environnementale et ses contrats. Et les actions contenues dans ces contrats constituent là aussi des éléments de genèse du projet. Et puis, sur la slide suivante, si elle arrive, la genèse du projet à travers cette fois-ci des projets successifs. Donc, des projets qui sont le premier projet qui a été porté par la municipalité à l'époque. C'est marqué nouvelle municipalité, c'était celle de l'époque en tout cas pour 2001-2004. Et puis, projet qui a été suspendu. Idem la phase suivante. Et vous aurez noté que globalement, ce sont les enjeux de financement qui ont rendu l'opération compliquée à monter parce que la dimension du site et sa complexité engendre des financements qui sont qui sont lourds. C'est le mot, à mon avis, qui convient. C'est en 2018 que la ville relance le projet de la Corniche avec cette fois-ci l'aide des fonds régionaux sur la base du premier travail qui avait été réalisé en 2013. Voilà, la création de la métropole a permis finalement le déblocage et l'inscription du projet en tant que tel pour en faire un projet phare de la métropole avec le déblocage de 30 millions d'euros d'investissement en 2020. Et donc, ça y est, maintenant, on est rentré et on rentre avec la concertation. Et puis, vous verrez tout à l'heure l'équipe de la maîtrise d'œuvre dans le temps de l'action. Voilà ce que je peux dire sur la genèse. Merci beaucoup. Alors, les ambitions du projet. Madame le maire, je vous repasse la parole. En fait, les ambitions du projet, c'est bien sûr la réhabilitation de tout ce qu'on a, de ce patrimoine emblématique. Il est clair que nous avons un patrimoine maritime, balnéaire, industriel un petit peu plus loin, militaire, comme on va le montrer bientôt à Balaguier avec l'ouverture du nouveau Balaguier du projet Neptune. Nous avons aussi les ports, puisque le port du Manteau est une petite pépite qu'il faut réhabiliter, en même temps qu'on refait la réhabilitation de cette corniche, parce que tous ces espaces sont connectés entre eux. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on arrive à permettre la cohabitation d'usages différents, des usages partagés par tous. Donc, c'est les déplacements, la promenade et la mise en valeur, on va dire, des modes doux. Mais c'est aussi, pourquoi pas demain, la baignade, le pique-nique, la pêche, puisqu'on a aussi des
des riverains qui sont souvent là pour pêcher, avec des parcs à moules et un paysage absolument étonnant et qui fait partie du patrimoine. Et d'ailleurs, la VAP, quand on est passé de la ZPPAUP à la VAP, c'était vraiment pour dire que cette notion de paysage, c'était bien au-delà que de la seule construction sur terre, mais comprenait aussi les cabanes des mytiliculteurs et des aquaculteurs dans ce paysage plus large de la corniche et avec tous ces usages de la pêche, donc des aspects économiques, bon, voilà, jusqu'à la petite mer qui joue en reflet avec la corniche. Donc, il est important aujourd'hui qu'on arrive à développer tous ces aspects. Donc, la réhabilitation, l'impact sur l'environnement, je l'ai dit, nous avons la chance d'avoir à la Seine-sur-Mer Ifremer qui est un partenaire dans la connaissance des milieux et justement qui travaille beaucoup notamment sur les habitats à poissons. Il faut imaginer que pour faire la corniche, on a asséché 100 hectares de marécages. Ça s'est fait sur 2 ans. Michel Pacha a ouvert des carrières un petit peu partout. C'était le Clos de la Grotte, c'était au Clos Saint-Louis, des carrières pour venir combler cet équipement. À l'époque, c'est le ministre de l'Intérieur et des Territoires qui arrive à racheter ces terrains au domaine public quand même. C'est un exploit même en son temps. Et il affrète carrément un train pour venir combler et remblayer à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, l'impact environnemental va être extrêmement au milieu de toute cette réflexion parce que aujourd'hui, le milieu marin est à régénérer parce que ces ouvrages ont créé des troubles et aujourd'hui, la mer qui était riche à cet endroit-là est tout à fait dépourvue de vie. Donc là aussi, il va falloir réinventer avec Ifremer, avec le CNRS qui est présent aussi, des nouveaux comportements et favoriser la biodiversité. C'est-à-dire que quand on parle d'habitat à poissons, il est évident que si on ne sait pas comment faire revenir et de réimplanter des espèces de poissons, ils ne vont pas venir naturellement. Et pourtant, avec les exploitations, les aquaculteurs, on voit que quand les poissons, les dorades s'échappent des filets, ils peuvent très bien aussi venir sur ces littoraux, mais ils ne savent pas aujourd'hui comment nicher. Et puis, bien sûr, il y a tout le traitement des rejets d'eau pluviale, les eaux pluviales qui se nettoient et lessivent les sols et avec une fréquentation automobile très, très intense sur la corniche, qui provoquent des hydrocarbures qui font, qui font des couches d'hydrocarbures en mer dans les sols, donc avec des fonds vaseux extrêmement meubles et avec une pollution qu'il va falloir traiter. Et c'est vrai que c'est tout l'intérêt du contrat de baie et cette réflexion que nous menons sur la corniche va s'orienter sur de très nombreux secteurs puisque le contrat de baie est un objectif qui a des années, qui tient à cœur de TPM, au cœur de TPM parce que la qualité de l'eau aujourd'hui est notre enjeu principal. Donc, il faut qu'on arrive à se réapproprier cette interface terre-mer. On voit avec toutes les activités qu'on peut avoir des deux côtés de ce cordon littoral. C'est un lieu de cohésion sociale, on l'a déjà dit, et d'attractivité économique, puisqu'on joue aussi ici la carte du tourisme, l'image de notre ville et plus largement l'image de TPM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une stratégie de développement durable et de qualité des paysages, il est évident que ça va devenir un élément fort, un élément majeur de toute cette rade qui aujourd'hui demande une reconversion au niveau de l'image. Et je dirais que ce qui est assez étonnant quand on en parle, même avec la marine qui avant était un petit peu la muette, la grande muette, et qui ne voulait pas communiquer avec les collectivités, aujourd'hui on voit bien sur différents projets qu'ils sont tout à fait prêts à s'ouvrir et ils ont aussi un besoin d'ouvrir leur image. Et c'est vrai qu'on les a identifiés aussi comme des acteurs du projet parce qu'ils sont aujourd'hui tout à fait partie prenante autour de cette rade. Donc, nous avons un certain nombre de villes, nous avons TPM qui est le chapeau au niveau des collectivités, nous avons tous les services de l'État. Alors, je vais laisser M. Chéry peut-être pour en parler, mais voilà, c'est nos ambitions en tout cas pour ce projet, c'est de faire un projet partagé avec tous les acteurs et bien sûr de balayer au plus largement sur un développement social et économique à travers ce projet.
Alors, du coup, dans la continuité, un mot sur les parties prenantes du projet. Donc, bien évidemment, donc la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, maître d'ouvrage et financeur du projet Corniche de Tamaris. Mais bien évidemment, c'est un binôme avec la ville de la Seine. Voilà, il y a un comité de pilotage qui est en place et donc on est bien sur un projet sénois. Et donc, Madame le maire, vice-présidente de TPM, préside le comité de pilotage et en fait bénéficie également du soutien de la métropole, maître d'ouvrage, mais des équipes techniques qui sont derrière. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, maîtrise d'ouvrage. Bien entendu, il faut parler des financeurs connus à ce jour, parce que là aussi, on peut avoir des évolutions, mais bien entendu, la région, cela va de soi, et puis l'agence de l'eau. Madame le maire vient d'en parler, donc je ne vais pas aller plus loin, mais c'est un projet qui doit être positif sur le plan environnemental et bien entendu positif sur le plan de la qualité de l'eau, du traitement des eaux pluviales, des eaux usées par rapport, donc vous avez entendu les montants du projet. Bien entendu, il ne faut pas laisser de côté tous ces enjeux et donc l'agence de l'eau, bien entendu, il prendra toute sa part et je sais d'avance que l'agence de l'eau sera très attentive aux objectifs du projet. Côté État, alors côté État, l'État est pluriel, j'allais dire, parce qu'en face de nous, nous allons avoir l'État, Madame le maire vient d'en parler, ministère des Armées, parce que bien entendu, on est sur un site sur lequel, à la fois sur le plan historique, mais également sur le plan foncier, l'armée, et en termes d'usage, y est présente. Évidemment, l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, qui seront nos partenaires garants de la VAP notamment, et garants du respect du patrimoine architectural et paysager. Et à travers la VAP, bien entendu, nous allons être bien encadrés, mais également, je devrais dire, conseillés par ce service. La DDTM, que je connais bien pour y avoir travaillé quelque temps, qui, elle, sera plus présente sur les sujets police de l'eau, mais bien entendu, toute la question du domaine public maritime et la manière de traiter le trait de côte sur ce secteur, avec les enjeux également de submersion, enfin tout simplement d'aménagement durable du trait de côte, je devrais dire, donc la DDTM qui sera également présente, et puis les services de l'ADREAL, qui, elles, seront également très présentes à nos côtés sur les aspects, notamment, mais pas seulement, paysage et biodiversité. Dans les parties prenantes, je ne vais pas m'étendre puisqu'il va se présenter tout à l'heure, mais l'équipe de la maîtrise d'œuvre. Donc là, vous avez aperçu tout à l'heure Vincent Guillermin et puis l'équipe de la compagnie des rêves urbains qui nous accompagne pour le processus de concertation. Juste vous dire que, en fait, l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est une équipe très complète avec beaucoup d'expertise derrière sur les aspects ingénierie, sur les aspects ingénierie portuaire et maritime, sur les aspects écologie. Je ne vais pas citer tout le monde, hein, les architectes du patrimoine, voilà, je suis en train de les lire, tous les enjeux VRD également, voirie réseau divers, pardon, également sur ce sujet d'aménagement et de requalification de la corniche Tamaris. Et puis, enfin, les habitants, commerçants, associations, voilà, vous êtes les experts d'usage. Voilà, c'est l'objet de la concertation. C'est effectivement de centrer la concertation sur les usages pour qu'on mesure bien ensemble les usages du moment, d'aujourd'hui ou passé, et puis les usages espérés. Alors d'avenir, c'est peut-être un peu trop pour le dire, parce que vous avez bien compris qu'il y a des contraintes et des prescriptions importantes dans la conduite de ce projet. Mais en tout cas, il y a toute une réflexion à mener avec vous sur effectivement les usages. Donc, habitants, commerçants, associations, il y a des points de suspension parce que là, effectivement, on peut aller assez loin. Il y a déjà tout un travail d'échange, je sais, qui a démarré avec la compagnie des rêves urbains et avec les équipes de la commune et également les équipes de l'antenne de TPM. Voilà pour ce qui est des parties prenantes. Alors, Vincent Guillermin, on vous laisse prendre la parole.
faut juste activer votre micro. Voilà. Bonjour à nouveau. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, ok, c'est impeccable. Alors, Vincent Chéry a effectivement fait part de notre groupement de maîtrise d'œuvre. Effectivement, nous sommes une équipe assez pléthorique, hein, puisqu'il y a architectes du patrimoine, éclairagistes, des spécialistes en écologie, effectivement, en BET maritime, VRD, voire BET mobilité, puisque la mobilité va être un des points forts du projet dans les usages. Notre groupement a été lauréat d'une mise en concurrence menée par le maître d'ouvrage, et c'est vrai que nous sommes particulièrement heureux d'avoir gagné cette mise en concurrence. Alors, il est vrai qu'on n'arrive pas là totalement par hasard. Nous sommes des paysagistes concepteurs méditerranéens. Nous sommes basés à Saint-Raphaël dans le Var, et nous avons sur l'arc méditerranéen environ une quinzaine de projets, soit de front de mer, soit de port, très souvent, très majoritairement à caractère patrimoniaux. Nous pouvons citer pêle-mêle en allant d'est en ouest la ville de Menton, sur lequel on a fait le projet des Sablettes, la ville de Cannes, le front de mer de Hyères. Nous avons travaillé également sur le port de Bonifacio il y a quelques années, le port de Sanary très récemment, le front de mer de la Grande Motte dans l'Hérault, ainsi que celui d'Agde. Enfin voilà, donc nous sommes des Méditerranéens et assez spécialisés dans ces deux domaines. Vous avez deux photos qui illustrent mes propos. La première à gauche est un petit chemin côtier à Théoul-sur-Mer, mais qui est en site classé de l'Estérel. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc là, c'est assez facile puisqu'on est sur un objet exclusivement piéton et cyclable. Et à droite, vous avez un projet un peu plus mixte, récent, qui est la promenade littorale du front de mer de Hyères-les-Palmiers. Vous apercevez sur la gauche un certain nombre de véhicules, des cycles, ainsi qu'une promenade littorale requalifiée il y a à peu près 2 ans. Voilà. Ça, c'est pour qualifier notre groupement de maîtrise d'œuvre. Ensuite, la mission qui nous est donnée, elle est effectivement liée à un certain nombre, on va dire, de contraintes. Dont vous apercevez les principaux items, mais je dirais que ces contraintes sont directement liées en fait aux atouts du site. Bien évidemment, les contraintes, on peut appeler ça réglementaire, on en a déjà parlé. Le site est patrimonial de manière totalement exceptionnelle. Il faut bien réaliser que nous avons une corniche qui fait 5 km, mais qui retrace 5 siècles d'histoire, et c'est totalement exclusif et extraordinaire, d'où, bien évidemment, cette contrainte, mais je ne le prends pas en tant que contrainte, moi, je le prends en termes de valorisation du patrimoine. Et bien évidemment, comme Madame le maire et Monsieur Chéry l'ont déjà évoqué, c'est un projet à la fois terrestre et à la fois maritime. Du coup, nous avons nos amis de la DDTM qui seront présents en force de conseil, et l'Adréal qui va avoir un rôle également important, puisque ça a déjà été dit, en termes environnementaux, que ce soit la partie maritime ou que ce soit la partie terrestre, eh bien, il y a également un gros effort à faire au niveau du projet. Il ne saurait être totalement complet si la partie environnementale et écologique n'est pas traitée. Voilà. Ensuite, c'est assez particulier, effectivement, c'est la domanialité. Vous pouvez imaginer que sur un tel linéaire, il y a plusieurs propriétaires et gestionnaires de l'espace. Donc, c'est l'occasion de mettre un peu d'ordre d'améliorer ce côté domanial qui est un petit peu complexe. Il y a un budget de 30 millions d'euros qui est assez conséquent, mais les surfaces traitées sont énormes. Et il est vrai que nous qui arrivons à la fin des diagnostics de cette corniche, il est vrai que, si vous voulez, le diagnostic, qu'il soit terrestre ou maritime, fait état quand même d'une infrastructure un peu en bout de vie. Du coup, je pense que le budget est à la hauteur des enjeux et de ce que l'on devra produire pour redonner le lustre d'antan avec une connotation contemporaine à cette magnifique corniche. Voilà.
une des spécificités de la corniche qu'il faudra confronter aux valeurs d'usage qui ont été énoncées tout à l'heure, c'est effectivement la largeur de la corniche. Parce qu'effectivement, si elle fait 4,5 km de long, elle a des largeurs variables de 8,50 m à 15 mètres, mais la largeur moyenne est de 11 mètres. Voilà. Donc c'est effectivement une contrainte, mais c'est tout l'enjeu et c'est tout notre travail là est très important d'arriver à bien encadrer via la maîtrise d'usage que vous représentez, vous qui écoutez de manière assidue cette première réunion publique. La maîtrise d'usage va permettre de renchérir le programme qui nous a été donné en mettant en avant effectivement les modes doux, qu'ils soient cycles, qu'ils soient piétons, remettre, on va dire, la circulation à sa juste valeur. Ça va être un des enjeux. Et puis, bien évidemment, il y a tout ce qui va être végétalisation et mise en valeur d'un certain nombre d'ouvrages patrimoniaux tout au long de ces 5 km. Voilà. Je pense que sur les contraintes, on a fait à peu près le tour. Et bien évidemment, le fil rouge, c'est le calendrier du projet d'aménagement que vous apercevez ici sous forme d'une déclinaison de plusieurs années. Eh bien, écoutez, nous, sur les 2 derniers mois de 2021, nous avons effectué un diagnostic qui vient de se terminer et nous attaquons effectivement les 6 premiers mois de 2022 sur des phases de conception du projet qui vont être scandées en esquisse APS APD jusqu'au mois de juin. Et vous verrez un peu plus loin dans la présentation que cette concertation publique est initiée surtout sur cette première partie de l'année 2022. Et puis ensuite, vous voyez très bien le déroulé de l'ensemble de la mission de maîtrise d'œuvre avec des enquêtes publiques, un permis d'aménager à mettre au point avec en particulier les architectes des bâtiments de France qui vont avoir un avis bien affûté sur le sujet. La mise en place du dossier technique, la consultation des entreprises, on arrive quasiment à la fin de 2023 et normalement en octobre 2023, novembre, on attaque le premier secteur numéro 1 qui est la Corniche Pompidou, qui est la partie la plus rectiligne et la plus vers les Sablettes, plus ou moins jusqu'à l'avenue Thierry. Le secteur 2 est le secteur extrêmement patrimonial de la Corniche Michel Pacha jusqu'à toucher le Fort Balaguer, le secteur en rose. Donc là, on sera jusqu'à 2025. Et ensuite, on finira par la Corniche et Bonaparte et un bout de la Corniche Giovannini. Ça sera sur le secteur 2025-2026. Voilà. Alors tout ça peut paraître ambitieux, mais en tout cas, c'est notre mission. Notre maître d'ouvrage bicéphale nous donne totalement les moyens de réaliser ça. Les contacts avec les services de l'État ont été pour l'instant extrêmement fructueux. Et comme le disait Madame le maire, on sent bien que l'ensemble des participants, l'armée, les services de l'État, bien évidemment TPM et bien évidemment la mairie de la Seine sont vraiment dans les starting blocks pour ce projet incroyable qui, la genèse l'a montré, aura mis quand même un certain nombre d'années à sortir, mais là, on est sur le bon départ. Alors, merci beaucoup à tous. Donc là, on vient de faire le tour un peu des grands objectifs du projet, de son fonctionnement, de son calendrier. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on est vraiment sur une réunion de lancement. Donc, on ne va pas parler du fond du projet, de qu'est-ce qui va être fait ou pas, tout simplement parce que ce n'est pas encore défini aujourd'hui et que ça va être tout l'enjeu des études en cours et de la concertation. Là, donc là, on va avoir un premier temps d'échange qui va porter vraiment sur ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires par rapport à ce qui a pu être dit sur à la fois les objectifs du projet, mais aussi sur le calendrier ou les contraintes? Voilà, on est à votre écoute, n'hésitez pas alors à les formuler. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit vous levez la main, donc vous avez possibilité sur votre écran, en bas de votre écran, vous avez une petite main jaune sur laquelle vous pouvez cliquer
Et donc, ça vous fera lever la main et on ouvrira votre micro pour que vous puissiez parler. Ou alors, vous inscrivez votre question dans la rubrique questions et réponses, Q et R, sur votre application. Aurore se chargera de nous les relayer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre plusieurs à la fois, s'il y en a plusieurs, et on les distribuera ensuite aux différents intervenants. Voilà. Autre chose, dans le chat, vous avez la possibilité de liker, c'est-à-dire de dire j'aime une question qui a été posée par un autre participant. Comme ça, ça nous permet aussi de voir s'il y a des questions qui sont plus importantes que d'autres à poser en priorité, qui vous concernent plus. Je vais arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez nous voir mieux pour cette partie de la discussion. Je vais donner la parole donc, en priorité à ceux qui ont qui ont levé la main pour l'instant 2 personnes. Donc, on va commencer par ces personnes-là. Je vais activer votre micro, par exemple, Florence Cyrulnik. Normalement, vous pouvez maintenant activer le son pour qu'on puisse vous écouter, poser votre question. Là, voilà. Maintenant, on doit pouvoir vous entendre. Oui, merci. Je suis très contente de l'importance qu'on a donnée au rôle de l'architecte des bâtiments de France dans ce que vous venez d'exposer. Je fais partie de la commission locale de la VAP-SPR et vous savez donc que le règlement de la VAP-SPR est un petit peu une base de cahier des charges, mais je voudrais ajouter quand même que la commission locale de la VAP peut justement intervenir quand il y a une nouvelle notion qui apparaît en cours de diagnostic, en cours de réalisation, quelquefois si ça doit amener une certaine modification ou assouplissement du règlement. Ce règlement a été figé en 2016, ça veut dire que les choses évoluent forcément, mais quand il doit y avoir une petite modification, c'est la commission locale qui se réunit avec tous ses participants sur le personnel qui a été défini par le préfet. Et à ce moment-là, on peut étudier une possible adaptation. Voilà. Merci. On va laisser la parole maintenant. On prend plusieurs réponses et après, on vous laissera répondre. Je donne la parole à Coréa. Vous devez pouvoir activer votre micro. Est-ce que la personne qui a le pseudonyme Coréa a reçu la possibilité de réactiver son micro? Si ça ne marche pas, apparemment, je suis désolée, ça ne marche pas. Je vais vous demander dans ce cas-là de écrire votre question sur la partie questions-réponses. Je vais donc donner la parole à Anep, qui a enlevé, je suis désolée, parce que vous avez levé la main et vous avez enlevé la main. OK, donc du coup, on va prendre les questions par écrit dans un celle qui a le plus de questions pour le moment, je vous lis les 3 questions qui ont été les plus posées. Comment est pensé l'impact de la montée des eaux liée au réchauffement climatique? L'aspect submersion en termes de durée peut-il remettre en cause ce projet? Donc ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est quid d'une piste cyclable? Donc la première avait 7 votes, le deuxième 6. Ensuite, 2 questions à 4 et je m'arrêterai là. Pourquoi n'y a-t-il pas de financement européen et que va devenir l'Institut de Lyon? Et maintenant, on écoute vos réponses. Qui commence, Madame le maire, ou j'y vais? Allez-y, je prendrai la suite. Bon, ok, merci. Alors, je vais répondre. Alors, sur le financement européen, en fait, aujourd'hui, le financement européen n'est pas sollicité. Il faut que le projet avance. Il faut savoir que les organismes qu'on sollicite eux-mêmes bénéficient déjà, eux, sur leurs programmes globaux de financement européen. Donc ensuite, voilà, c'est selon les cases que nous parvenons à cocher en termes de programme que peut-être, effectivement, nous aurons la possibilité de solliciter l'Europe. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas fait, mais évidemment, rien n'est exclu compte tenu des montants
engagé, on ne sera pas négligent, en tout cas, pour aller rechercher les cofinanceurs dès lors que le projet permettra d'émarger sur les bons programmes. Sur la montée des eaux, vous dire qu'on a déjà eu des échanges avec la DDTM et ça va venir avec la DREAL pour le sujet risque de submersion. J'ai lu dans la question par écrit ce que ça peut remettre en cause le projet. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, la corniche elle-même, structurellement, c'est ce qui est ressorti des diagnostics, n'est pas en très bon état. Donc, quoi qu'il en soit, il faut intervenir pour la sauver, j'allais dire, en termes de structure. Donc, de toute manière, il faut travailler pour tenir aujourd'hui ce qui peut être effectivement sauvé sur le plan technique. Mais bien entendu, là, nos partenaires, et on n'a pas le choix, on doit effectivement, on a le devoir de mettre en place un aménagement qui soit durable. Sur la VAP, simplement signaler à la personne qui est intervenue au sujet de la VAP et du patrimoine que nous avons notre première réunion de travail avec l'UDAP ce lundi. Et donc, bien évidemment, on va travailler avec eux et avec vous sur les sujets d'intégration, effectivement, de tous ces enjeux patrimoniaux qui sont évidents. Et puis, si ça doit évoluer, évidemment, on aura j'allais dire, le loisir de progresser dans ce sens. Alors, si je peux amener quelques précisions. Donc, sur la montée des eaux, je pense que justement, ce projet va nous permettre d'envisager, d'intégrer des solutions pour lutter contre la montée des eaux, parce que, lutter contre la montée des eaux, en tout cas, il faut que la montée des eaux soit un paramètre intégré au projet. On a bien conscience aujourd'hui que tous les permis qu'on doit délivrer, il faut envisager qu'il y aurait une montée de 80 cm dans les 100 ans. Donc, tous les aménagements, et aujourd'hui, l'État lance un programme sur le trait de côte, la région lance un programme sur le trait de côte, justement pour évaluer l'impact de cette montée des eaux. Donc, effectivement, comme le dit M. Chéry, vu l'état de la corniche, ce projet nous permettra d'anticiper sur cette montée des eaux, sachant aussi que la réhabilitation de la grande jetée va jouer un rôle un peu de régulateur sur aujourd'hui les largades qui viennent de l'Est et qui n'avaient plus de rempart et qui rentraient et qui attaquaient déjà cet ouvrage qui est déjà soumis à l'érosion de la côte. Ensuite, sur les pistes cyclables, c'est évident que ça fait partie des enjeux. Monsieur Guillermin l'a dit, où le ruban de corniche est trop court et trop étroit. C'est vrai que ça va être difficile d'intégrer des pistes cyclables. Donc, c'est très clairement un des enjeux de cet aménagement et des discussions que nous allons avoir avec la DDTM, c'est de savoir comment on va pouvoir, à certains niveaux, augmenter l'emprise pour pouvoir intégrer des pistes cyclables. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse tous dans le bon sens de ces nouveaux usages que les gens demandent, et notamment des nouvelles manières, des nouvelles mobilités, des nouvelles manières de circuler. Pour l'Institut de biologie marine, là, j'ai sur le projet, donc le permis est accordé. Ça a été un permis justement qui devait intégrer cette montée des eaux, puisque le bâtiment historique, on ne peut pas l'élever. En revanche, l'Institut de biologie marine de Lyon nous a présenté un programme auquel on a participé sur un centre de recherche international d'échange en fait entre des scientifiques du monde entier qui viendraient en résidence une semaine de temps en temps pour faire des colloques ou juste faire des travaux concertés. Donc, ce sera à l'arrière le bâtiment de laboratoire qui sera reconstruit et avec quelques logements sur place, un espace de convivialité, on va dire, et le bâtiment historique qu'on ne peut pas remonter alors que c'est vraiment là sur les montées des eaux, c'est un peu la difficulté qu'on a. Mais sachez que c'est engagé. Les démarches, le projet est en voie de... alors, je ne sais pas s'il a déjà été donné, mais il est en cours d'instruction. Et ça veut dire la réalisation d'ici 2024 ou 2025, je crois 2025 de mémoire, on devrait avoir ce bâtiment réhabilité pour 7 millions d'euros, je le dis, avec une participation de la région, une participation du département et une participation de TPM, en plus du fonds propre de l'Université de Lyon.
Sur les financements européens, oui, je rejoins M. Chéry. En fait, c'est pour ça que je disais dans les propos préliminaires, c'est tout l'intérêt que ce projet soit identifié au niveau du territoire comme un projet ambitieux et d'envergure métropolitain, mais aussi régional, puisque un équipement comme ça, patrimonial, touristique, culturel, économique, je pense qu'il ne va pas y avoir des milliers de projets de cette envergure sur ce territoire départemental. Donc, c'est pour ça que nous sommes là, tous à pousser dans le même sens, pour montrer l'intérêt de cet aménagement, donc sur 4,5 km, qui va avoir un retentissement. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on va pouvoir solliciter les fonds européens, surtout que sur la submersion marine, la lutte contre la submersion marine, ça fait partie des enjeux importants des financements européens. Donc, voilà, on va essayer de pousser dans ce sens. Je rejoins tout à fait les propos de M. Chéry. Merci beaucoup. Je vous relaye 3 nouvelles questions et après, je pense qu'on passera à la deuxième partie. La première question est: une circulation à sens unique est-elle possible pour préserver un espace plus important au mode de déplacement doux et à la végétalisation? 9 votes. Est-il prévu un élargissement qui serait souhaitable afin de permettre de faire cohabiter les différents modes de déplacement, mais également les espaces ludiques indispensables pour valoriser ce linéaire? Enfin, dernière question, y a-t-il quelque chose de prévu pour régler le problème de stationnement anarchique? Y a-t-il quelque chose de prévu pour augmenter le nombre de stationnements pour les habitants et les touristes? Merci. Je vous laisse répondre. Un mot. Alors, la première question, c'était sur l'essence unique envisagée. Je pense qu'on n'est pas vraiment dans cette optique parce qu'on a un très faible maillage sur tout ce secteur. Et c'est vrai que de privilégier un sens sur la corniche voudrait dire qu'on tourne beaucoup dans le secteur et que finalement, ça va créer plus de nuisances que d'apporter de solutions. Donc là, je suis très modérée. Après, on va voir au fur et à mesure des discussions, mais ce n'est pas la thématique, puisqu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. La seule problématique, c'est d'avoir un peu plus de largeur pour certains usages comme le vélo. Voilà. Après, le stationnement, oui. Le stationnement, bien sûr qu'il faut y réfléchir. Je pense qu'on a des possibilités. On en a déjà un peu parlé autour du jardin humide près de l'Institut, ou peut-être le fameux parking relais qui ne joue pas aujourd'hui son rôle de parking relais. Bon, voilà, qu'il faudra peut-être réorganiser. Mais c'est vrai que le stationnement sur le trottoir de la corniche est insupportable. Donc, c'est vrai que l'été, ça remonte jusqu'à l'Institut de biologie marine et qu'il faudra faire effectivement le choix soit c'est la promenade à pied et les vélos, soit c'est les stationnements de voitures. Donc, pour un usage touristique, il faut absolument qu'on arrive à dégager d'autres emprises parce que ça ne représente pas un stationnement important. Mais en revanche, c'est très, très pénalisant pour l'aménagement de la corniche. Donc, voilà, on aura l'occasion, je pense aussi, de faire d'autres propositions peut-être un peu plus sensibles que le stationnement sur le trottoir, sur la corniche de Tamaris, qui est un écueil à l'usage de cet espace. Oui, peut-être je peux compléter, pardon, peut-être je peux compléter les propos de Madame le maire sur la question au niveau des aménagements à caractère plus ludique qui pourraient voir le jour sur la corniche. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des usages de mobilité, mais effectivement, nous avons la chance, à travers ce linéaire de 4,5 km, de pouvoir relier du nord au sud un certain nombre d'espaces parcs qui verront le jour. Un derrière potentiellement le fort de l'Aiguillette, un qui s'appelle le jardin des Canets, également toujours dans ce secteur. Et puis, Madame le maire l'a dit, la ville a fait l'acquisition du fort Balaguer récemment. Et du coup, on va pouvoir avoir un espace de respiration, justement en enlevant un certain nombre d'espaces dédiés aujourd'hui aux véhicules pour les redonner aux piétons, aux parvis et pourquoi pas une zone un petit peu plus ludique. On le voit également sur l'esplanade qui est située à l'est, l'esplanade Sibylle qui est
situé à l'est. Donc tout ça, c'est des espaces et de respiration et des espaces qui vont amener un caractère relativement ludique. Et il y a également, en espace de respiration majeur, la zone humide qui se situe à côté de l'Institut Pacha. Voilà, donc c'est important. On a beaucoup parlé du linéaire et c'est une réalité, donc quelque chose d'assez finalement, toute proportion gardée, étroite, mais qui va permettre de desservir des zones beaucoup plus généreuses en surface et en végétalisation, des petits espaces parcs, plus ou moins grands, plus ou moins généreux en surface. Mais c'est très important et ce seront des haltes ombragées, des haltes, on va dire, avec des intérêts divers et variés que nous développerons à la fois écologiques et à la fois ludiques. Voilà, c'est assez important dans l'ensemble du projet. Oui, si je peux. Moi, je lève la main, je n'ai pas le bouton, alors je lève la main physiquement. Juste pour parler, donc reprendre par rapport au parking qui est derrière le Fort Balaguier. En fait, il ne s'agit pas de supprimer les places de parking, soyons clairs, c'est de les transférer sur l'autre partie, sur les terrains des anciens chantiers du Midi, sur une partie où potentiellement on peut les transférer. On a bien conscience que c'est long, 4,5 km, et qu'il faut qu'on ait des rendez-vous. Les gens peuvent laisser la voiture pour profiter des aménagements ludiques qui auront été faits sur le bord de mer, parce que tout le but, bien sûr, l'intérêt, c'est de rester sur ce littoral et ce belvédère qui nous offre ce panorama magnifique. Et moi, je voudrais juste dire aux gens qui nous écoutent, bon, alors parce que la formule, elle est un petit peu nouvelle et un peu compliquée à gérer parce que c'est une première, mais je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, s'ils ont des idées, s'ils ont vu des expériences qui semblent intéressantes. Pour ma part, je suis allée à Zadar en Croatie, j'ai vu les orgues de mer et j'ai tout de suite dit, mais ça peut être intéressant, pourquoi ne pas envisager? C'est juste le bruit de la mer qui rentre, qui joue dans des espèces de conduits, ça fait des espèces de sifflements. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout remettre et ça impacte forcément sur l'écoute, mais je pense que des fois, il y a des choses simples qu'on peut imaginer où il y a des besoins parce que c'est pour faire des plans pour le modélisme ou des départs de je ne sais pas quoi. Ça peut être intéressant aussi parce que pour qu'on ait un dialogue, il faut connaître aussi les usages que les gens veulent développer ou qu'ils imagineraient. Alors, je sais que c'est un peu compliqué pour ceux qui font la concertation, mais je pense que c'est tout l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on ait aussi un retour sur des propositions. Pourquoi pas? Parce que moi, j'en ai et des fois, on se dit ça pourrait être incongru, mais et puis des fois, c'est tout à fait, pour nous, ça nous aide dans la réflexion et pour arriver sur la diversification des usages. Merci beaucoup, Madame le maire. Alors, on a pris les questions qui revenaient le plus. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions ce soir parce qu'il faut qu'on passe à la partie suivante. Dans tous les cas, on vous invite à venir participer au temps d'échange dont on va vous parler juste après pour pouvoir échanger autour des questions que vous pouvez encore vous poser. Alors, je vais repartager mon écran. Aurore, tu pourras me préciser si on le voit bien? Alors, est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas, ok. J'en profite pour vous remercier pour les nombreuses questions. On les a enregistrées. On est vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre aux 40 questions, mais bon, vous le comprendrez bien, malheureusement, pour toutes y répondre. Mathilde, ça remarche? Ça marche très bien. Alors, on y vient. Donc là, je vais vous présenter maintenant comment va se dérouler la démarche de participation. Comment vous pouvez venir donner votre avis pour enrichir le projet aux différentes étapes. Donc là, comme vous l'a expliqué Vincent Guillermin, on est dans la phase de diagnostic. Donc l'équipe de maîtrise d'œuvre a fait son diagnostic technique. Maintenant, il faut venir l'enrichir avec votre connaissance du site, vos usages et vos envies pour le site. Donc pour ça, il y a différentes manières de participer dès à présent. Donc vous avez sur le site de la Seine-sur-Mer un lien vers une enquête en ligne à laquelle vous pouvez répondre dès ce soir, qui a pour but de mieux connaître vos pratiques actuelles et vos souhaits pour la corniche sur ces différents secteurs.
Voilà, elle sera en ligne pendant 1 mois jusqu'au 7 février. Donc, on vous invite à la remplir et puis à le faire passer le plus largement possible autour de vous, auprès de vos proches pour qu'on ait le plus de répondants possible à cette enquête. Deuxième moyen de participer, ce sont les diagnostics en marchant. Alors, qu'est-ce qu'un diagnostic en marchant? Ça va être une balade sur le long de la corniche avec l'équipe de Vincent Guillermin ce sera vraiment un temps d'échange le long de la corniche où les paysagistes vont vous présenter un peu leur regard, ce qu'ils ont compris du site, comment ils voient les choses, et où vous pourrez nous faire part de ce qui fonctionne aujourd'hui selon vous, ce qui a amélioré, de la manière dont vous utilisez aujourd'hui le site. Voilà, c'est ça qui va venir enrichir un maximum le travail des paysagistes. Alors pour ça, comme la corniche est très longue, on a fait 3 secteurs de balade. Donc le secteur 1, qui est le secteur autour de la corniche Pompidou, donc plus vers les Sablettes, ce sera samedi prochain de 10h à 12h. Et le secteur 2, secteur 3, donc corniche Michel Pacha, et puis plus ensuite vers Balaguier, Bonaparte, corniche Giovannini, ce sera samedi 22 janvier, donc un le matin, un l'après-midi. Pour qu'on puisse s'organiser au mieux, on a besoin que vous vous inscriviez. Pour ça, vous avez l'adresse mail qui vous est donnée ici pour vous inscrire ou le numéro de téléphone. Donc, ce sont les services d'Allo la Seine qui prennent vos inscriptions. Une fois qu'on aura fait ça, l'équipe va compiler tout ce qu'elle a retenu, tout ce qu'elle peut venir pour enrichir le diagnostic, et on fera une réunion publique de restitution de ce diagnostic complet du site qui aura lieu fin février. Ce sera aussi l'occasion de commencer à échanger sur des premières pistes, et on va commencer à partir de là à travailler sur le projet. Donc, vous nous verrez sur la corniche, à l'occasion d'un dimanche sur la corniche, où on viendra un peu vous informer de cette nouvelle phase de concertation. Et donc, on organisera 4 ateliers de concertation pour parler vraiment de concrètement qu'est-ce qu'on fait sur la corniche. Il va y avoir un atelier qui sera plus sur l'ensemble du linéaire et après des ateliers qui seront plus ciblés sur certains secteurs pour qu'on puisse plus rentrer dans les détails. Tout ça nous amènera fin juin, où on viendra vous présenter le projet final, donc, qui aura été validé par les élus et qui sera ensuite mis en œuvre à partir de 2023-2024. Donc voilà, ça c'était simplement pour illustrer ce que c'est qu'un atelier de concertation pour ceux qui n'ont encore jamais eu l'occasion de participer à ce type de réunion. Donc les ateliers de concertation, donc ça ce sera au printemps, et on travaillera en petits groupes à chaque fois pour que vous puissiez échanger le plus dans le détail possible et qu'on puisse entendre vraiment l'avis de chacun par rapport au projet. Dernière chose. Vous voyez bien que là, les premières dates sont calées là, pour le mois qui vient, mais par contre, il nous reste à caler les dates suivantes pour les ateliers à venir. Donc, pour se tenir informé, on vous invite à aller sur le site de la ville de la Seine-sur-Mer, sur la page dédiée au projet, où au fil du temps, on fera les mises à jour avec les dates des prochains ateliers et les liens pour s'inscrire. Voilà. J'en ai fini pour la présentation de la démarche de participation, donc on vous invite à y venir très nombreux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la manière dont va se dérouler la concertation dans les mois à venir? Madame Cyrulnik, je pense que vous avez levé la main. Je vais vous redonner la possibilité de prendre le micro. On prendra aussi, on répondra aux questions écrites. Oui, en fait, ma question était surtout, c'était par rapport à ce qui était ludique. Je pense qu'il ne faut pas négliger le rôle des appontements pour tout ce qui est activité ludique, pêche, baignade, etc., qui permettent de ne pas encombrer le trottoir, mais d'avoir toute une occupation ludique sur l'eau, tout ce qui est paddle, kayak, toutes les activités nautiques non motorisées peuvent très bien avoir lieu sur le bord de mer, mais reportées sur les appontements, ce qui vous fait gagner de la place.
Quant à la concertation, je suis ça de très près. Je trouve que vous définissez ça très bien. Et ce diagnostic en marchant me plaît tout particulièrement. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, on va vous inviter à essayer de concentrer d'abord vos questions sur cette question de la participation pour qu'on puisse vraiment répondre aux questions qui se poseraient maintenant, et vos avis sur le projet, de les garder pour les prochaines réunions à venir, où là, on aura largement le temps d'en débattre et d'en discuter. Je laisse la parole à Célia Marchal, qui doit pouvoir activer son micro. On vous écoute. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Allô? On vous entend. Voilà, pour la concertation, j'avais 2 questions. Je voulais savoir si on pouvait venir faire la balade en famille ou si c'était une seule personne par famille pour éviter un trop gros nombre de personnes. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous allez continuer à faire ce format Zoom? Parce qu'en tant qu'actif, je trouve ça vraiment génial. Merci de votre question. Est-ce qu'on répond déjà à ces 2 premières remarques avant de répondre aux questions écrites? Mathilde, du coup, par rapport à la question de ce qu'on peut venir en famille? Alors, oui, alors j'ai envie de dire oui, mais ce qu'on va vous inviter à faire, c'est en fait peut-être prendre un membre de votre famille en priorité, et si on a encore de la place, on prendra toute votre famille parce qu'on est en mesure d'accueillir une 40aine de personnes par atelier aujourd'hui. Donc, si on voit qu'il y a beaucoup de demandes, on priorisera une personne par famille pour laisser de la place au maximum pour tout le monde. On a 3 questions par écrit, donc je vous les lis. J'ai rempli votre questionnaire où l'accent est mis sur la création d'un environnement de loisirs. Avez-vous l'intention de faire un questionnaire exprès pour nous les riverains, car nous avons une perspective totalement différente de celle de quelqu'un qui utilise la corniche 1 ou 2 fois par an? Donc ça a été, il y a eu 2 votes. Là, ce n'est pas une question, c'est une remarque qui est très gentille. Merci à vous de faire participer. Laissez-nous à ce super projet. Et enfin, pour les personnes à mobilité réduite, y a-t-il une possibilité de participer? Alors, pour les personnes à mobilité réduite, oui, vous pouvez participer, et merci de le signaler, comme ça on va anticiper, on va réfléchir au parcours pour que vous puissiez accéder au maximum d'endroits. Je pense notamment à des endroits où il faut grimper, où là peut-être que du coup on vous montrera des photos pour que vous puissiez voir tout ce qui se passe en haut. Sur la question du questionnaire, alors on ne va pas faire de deuxième questionnaire, mais par contre c'est un vrai sujet, tout à fait, et donc ça on pourra vraiment l'aborder lors des diagnostics en marchant et des ateliers, hein, la question des riverains, pour que ce soit bien pris en compte. En tous les cas, à la fin du questionnaire, vous avez une rubrique autres suggestions. N'hésitez pas à du coup noter vos préoccupations en tant que riverain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais une autre question. Est-ce que des esquisses du projet seront visibles? Alors, pas tout de suite, mais les esquisses du projet, elles seront visibles à partir de la prochaine réunion publique et des ateliers de concertation suivants. Voilà, mais pas lors des diagnostics en marchant, où là, on sera plutôt sur qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ou pas dans le long de la corniche. Il y a aussi des personnes qui voulaient avoir l'adresse mail et le numéro de téléphone, toutes les informations, que ce soit les dates des diagnostics en marchant, que ce soit le numéro de téléphone pour réserver ou le mail, sont en ligne sur le site de la page du projet. Et dans l'onglet discussion, je viens de remettre l'adresse, vous cliquez dessus, de la page web du projet sur lequel vous retrouverez toutes ces informations. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, comme ça vous aurez la possibilité de vous inscrire. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Non, je ne les ai pas vues. Oui, j'ai une dernière question qui est pardon.
n'a pas pu assister au début de la présentation et voulait savoir si on a un replay. Oui, donc oui, la réunion d'aujourd'hui a été enregistrée et elle sera mise en ligne sur le site de la SAIN pendant 1 mois jusqu'au 7 février. Alors, merci à tous. Et alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je laisse Madame le maire conclure. Et merci beaucoup pour la tenue de cette réunion. C'est très important pour nous, la concertation. C'est vrai que c'est une nouvelle manière d'envisager le projet. C'est évident que pour que tout le monde adhère au projet qu'on veut développer sur la ville, il faut bien sûr avoir ces temps d'échange. On l'a fait pour Bois Sacré, sur la co-construction du programme. On l'a fait pour la piétonisation du centre-ville. Aujourd'hui, je suis très heureuse de voir que ce projet peut démarrer et qu'il peut démarrer avec tous les Sénois et tous les usagers de cette corniche pour qu'enfin elle retrouve tout son lustre et toute sa beauté. Merci à tous les intervenants pour la qualité des prestations et des remarques. Je suis sûre que nous avons là une bonne équipe pour réussir à mener ce projet à bien et faire un projet extraordinaire qui va s'étendre dans le temps. Donc, effectivement, il va falloir être un petit peu patient. Mais je crois que le plus important, c'est de se dire que là, c'est parti. Et donc, je profite d'avoir tout le monde sous la main pour souhaiter les meilleurs vœux à tout le monde. Merci à vous qui avez organisé cette participation en visio. C'est très compliqué pour une première de faire une réunion publique comme ça en distanciel, mais merci beaucoup à tout le monde pour avoir participé à cet événement. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci.